Amis du jour, bonjour. Je suis Guillaume Lumin du site de vulgarisation scientifique Science Claire. Vous ne le savez pas encore, mais vous connaissez déjà tous des atomes et plus particulièrement de l'hydrogène. Avant de commencer, je tiens à dire que comme il s'agit de la première vidéo, je vais prendre le temps d'expliquer certains concepts essentiels pour la suite de notre aventure. L'hydrogène est le premier élément du tableau périodique de Mendeleïev. Pour ceux qui ne savent pas, Mendeleïev c'est lui. Hipster! Et son tableau, c'est ça. La structure de ce tableau n'est pas déterminée par le hasard ou par la magie, mais bien par les lois fondamentales de la mécanique quantique. Pas d'équation. Chaque élément du tableau périodique est défini par son numéro atomique, qui correspond au nombre de protons présents dans le noyau de l'atome. Pour que celui-ci soit neutre, et donc soit stable, il faut que les charges positives des protons soient compensées par les charges négatives des électrons tournant autour. De ce fait, le numéro atomique correspond au nombre de protons dans le noyau, mais également au nombre d'électrons. Chaque colonne de ce tableau périodique possède des propriétés chimiques spécifiques. Par exemple, tous les éléments de la première colonne sont des métaux mous. Tous sauf un, et oui, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un rebelle, c'est un bad boy, il ne fait rien comme les autres. L'hydrogène, c'est un gaz, et ce n'est même pas un métal. Et l'hydrogène, il s'en fout. S'il y en a un qui l'emmerde, il sait que ses potes y rappliquent. Ben ouais, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de notre univers. Le mec, il est partout, dans les étoiles, dans les planètes géantes et même dans les nuages interstellaires. L'un des plus connus étant celui de la photographie prise par le télescope Hubble dans la nébuleuse de l'Aigle, qui s'appelle les piliers de la création, ou encore Bernard 68, découvert en 1919 par le scientifique du même nom. De plus, l'hydrogène est l'un des plus vieux éléments de l'univers. Celui-ci est apparu entre 3 et 20 minutes après le Big Bang, lors de la nucléosynthèse, qui correspond à la formation des éléments les plus légers. Il faut savoir que le cycle des réactions chimiques permettant d'obtenir l'abondance mesurée de l'hydrogène dans l'univers est encore un grand débat parmi la communauté scientifique. Un grand nombre d'études est encore nécessaire afin de comprendre parfaitement l'origine de la grande quantité d'hydrogène dans notre univers. Plus près de chez nous, on le retrouve dans notre Soleil, qui nous fournit de la chaleur grâce à sa transformation en hélium. Le Soleil peut être ainsi vu comme une énorme centrale nucléaire, où près de 600 millions de tonnes d'hydrogène sont consommées par seconde et transformées en énergie. L'hydrogène est d'autant plus important que lorsque deux d'entre eux s'associent à un atome d'oxygène, ils forment la molécule d'H2O, du monoxyde de dihydrogène ou de l'eau pour la nommer, qui, comme vous le savez, est à la base de la vie sur Terre. En se combinant avec le carbone, l'azote ou l'oxygène, ils forment la matière vivante. D'ailleurs, 10% de la masse du corps humain est due ainsi à l'hydrogène. Historiquement parlant, c'est dès 1650 que Sir Turquet de Mayerne observait déjà l'apparition d'un gaz inconnu par l'action de l'acide sulfurique avec du fer. Il faut attendre 1766 pour que Henry Cavendish réalise le même type d'expérience, mais cette fois-ci entre de l'acide chlorhydrique et du zinc. À la différence près que Henry Cavendish, lui, publie ses recherches. Dû à sa dangerosité en présence de feu, celui-ci l'appelle l'air inflammable. Mais c'est en 1783 que le chimiste français Antoine Lavoisier lui donne finalement le nom d'hydrogène, qui signifie en grec le créateur d'eau. Par ailleurs, il faut savoir que sur Terre, l'atome d'hydrogène a tendance à se combiner avec lui-même pour former la molécule d'H2, qui est présente à l'état gazeux sur Terre. Le gaz qui sort de la réaction entre une plaque de métal et de l'acide est en réalité du dihydrogène gazeux. Étant donné que l'hydrogène est le plus léger des gaz, ses premières utilisations furent effectuées pour la création des premiers aéronefs, comme le Hindenburg, Ce Zeppelin reliait déjà l'Europe aux États-Unis dès 1936, mais l'utilisation de ce gaz fut très vite abandonnée après le crash et l'incendie de ce Zeppelin en 1937 au New Jersey, faisant 36 morts parmi les 97 passagers présents dans le ballon lors de l'accident. Il faut savoir que ce ballon reste et demeure
l'objet volant le plus gros jamais construit à ce jour. En recherche, l'atome d'hydrogène a joué un rôle crucial, et notamment en mécanique quantique. Comme il s'agit de l'atome le plus petit avec un électron et un proton, il s'agit d'un cas simple à résoudre pour les chimistes et physiciens. Il s'agit en réalité d'un système à deux corps, l'électron et le proton, pour lequel l'équation de Schrödinger peut être résolue de manière exacte. De manière brève, l'équation de Schrödinger est une équation fondamentale de la mécanique quantique qui permet de décrire l'évolution temporelle d'une particule et ainsi de calculer son énergie. L'étude de ce cas nous a permis d'introduire la notion de nombre quantique et d'orbital atomique dans la science des années 30 et 40. L'atome d'hydrogène est ainsi le seul atome pour lequel nous pouvons connaître l'énergie exacte. Pour tous les autres atomes neutres, nous devons recourir à des méthodes d'approximation. Malheureusement, nous ne pouvons pas parler de l'hydrogène sans mentionner son implication dans la création de la première bombe H qui porte son nom. L'idée d'une bombe thermonucléaire fut d'abord émise par Enrico Fermi et Edward Teller en 1941 au commencement de ce qui allait devenir le projet Manhattan. Après de nombreux échecs, il faut attendre l'arrivée du mathématicien Stanisław Marcin Ulam afin de tester pour la première fois la première bombe H, Ivy Mike, sur l'atoll de Eniwetok qui explosa le 1er novembre 1952 dans l'océan Pacifique. Dans l'industrie, l'hydrogène est largement utilisé pour la production d'ammoniac via le processus de Haber-Bosch, mais également dans la pétrochimie où il est utilisé dans le raffinage de l'énergie fossile et donc du pétrole. En 1971, Alexander Ilyich Klose et Boris Yoseveli ces deux gars, ils ont breveté la première pile rechargeable nickel-hydrogène, utilisée dans les sondes spatiales et les satellites, notamment dans le télescope Hubble. Il faut savoir que, encore aujourd'hui, les piles à base d'hydrogène sont encore utilisées, notamment dans les piles, mais également dans les véhicules hybrides. Plus récemment, les multinationales commencent à valoriser la recherche de l'hydrogène, qui est considéré maintenant comme l'un des plus gros espoirs afin d'atteindre la transition écologique dont le monde a besoin. En 2017, les grosses multinationales comme Shell, Total ou Toyota se sont regroupées afin de former le Conseil de l'hydrogène qui vise à aider le développement de l'hydrogène comme une nouvelle ressource énergétique. Si vous aimez bien l'actualité, vous avez peut-être déjà entendu parler du moteur à hydrogène ou encore de la fusion contrôlée. Le principe de ce moteur est de faire réagir du dihydrogène avec du dioxygène afin de créer de l'eau et de l'énergie. Vous l'avez compris directement, le principal avantage de ce moteur est qu'il est écologique. À part l'eau, aucun autre gaz à effet de serre n'est créé et donc aucune autre source de pollution. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Je veux la référence en commentaire. L'un des plus gros problèmes du dihydrogène est qu'il n'est pas présent directement dans la nature. Il faut donc le créer par une autre source d'énergie, et notamment via le processus d'électrolyse, qui consiste à briser une molécule d'eau pour former du dihydrogène et du dioxygène grâce à de l'électricité. Avec notre technologie actuelle, l'utilisation massive de moteurs à hydrogène serait d'autant plus énergivore qu'avec les moteurs actuels, bien que ceux-ci soient plus polluants pour l'atmosphère. Le deuxième problème récurrent de l'hydrogène réside dans son stockage. Nous l'avons vu avec la catastrophe de l'aéronef, l'hydrogène est très inflammable, mais une fois comprimé, celui-ci devient très explosif. La compression de ce gaz est absolument nécessaire afin de pouvoir le transporter et de l'utiliser dans des véhicules motorisés de taille humaine. Enfin, si la fusion nucléaire a pu être utilisée dans le domaine militaire avec la création de la bombe H, il n'existe encore aucune application où la fusion est contrôlée afin de produire de l'énergie comme peut le faire notre Soleil. La fusion est donc dite contrôlée car, à l'inverse d'une bombe nucléaire, la réaction est arrêtée avant qu'il n'y ait explosion. Une bombe nucléaire peut être vue comme une petite centrale nucléaire laissée à l'abandon, où le cycle des réactions nucléaires continue jusqu'à atteindre une puissance tellement phénoménale qu'une explosion apparaît.
La fusion nucléaire est souvent considérée comme la solution miracle pour alimenter les grandes villes du futur, étant donné qu'il s'agit du processus énergétique le plus rentable, et ce même comparé à la fission nucléaire qui alimente nos centrales depuis plus de 70 ans. Le gros avantage de la fusion par rapport à la fission est que d'une part, elle produit plus d'énergie, mais qu'elle est considérée comme une source d'énergie propre. En effet, la radioactivité des déchets nucléaires produits par la fusion diminue fortement après 100 ans, ce qui permet leur recyclage. À titre d'exemple, la fission nucléaire peut engendrer des déchets dits à vie long, dont la radioactivité peut exister durant des millions d'années. Le plus gros projet de réacteur à fusion nucléaire se trouve en France, en Bouches-du-Rhône, et s'appelle ITER. Il s'agit d'un collectif international qui vise à commercialiser la fusion nucléaire et dont la première phase de test est prévue jusqu'en 2035. Un second réacteur démo, plus proche d'un réacteur de production, devra encore voir le jour avant la phase industrielle. Voilà, vous connaissez tout de l'hydrogène ou presque. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est très important. Je vous laisse donc avec le générique de fin, mais avant ça, comme il est de coutume, je vous dis à midi soir, bonsoir.